pour donner suite à Martin, je suis tout à fait d'accord que les auteurs traduits de manière élective par Philippe Jaccottet ont un fond de violence que Jaccottet s'interdit ou cherche à contenir en lui de moins en moins, je dirais, parce que les derniers livres laissent éclater cette déchirure. Alors, je citerai l'exemple de Gongora, c'est caractéristique. Gongora, c'est pas seulement du baroque décoré, hein. C'est une langue chargée, très ornée, très difficile, mais comment dire, Philippe Jaccottet a tout de suite perçu chez Gongora la violence sensuelle de cette poésie. Sous l'apparence joueuse, légère du baroque, élégante, il y a une sauvagerie, un tourment profond. Et lui s'est projeté facilement dans cette sensibilité et a de lui-même désiré traduire des choses très difficiles comme les sonnets, notamment de Gongora. C'est magnifique et j'avais comparé une fois les traductions de deux Français et de Philippe Jaccottet des mêmes poèmes. C'est passionnant. Et on voit que Philippe Jaccottet n'a pas voulu expliquer Gongora, le franciser, le mettre à plat, nous aider à le comprendre. Il a voulu restituer cette sorte de lave rugissante et lourde sous la beauté ornementale de cette langue baroque. Et le rend merveilleusement bien en français, c'est paru à la Degana. Juste un mot sur ces innombrables références interculturelles ou transculturelles. Il y en a dans tous les livres, hein. Gongora dans R, on dit toujours c'est le haïku japonais, pas seulement. Aussi bien Gongora que le haïku, c'est complètement antithétique. Et pourtant, ces deux sources, japonaise et baroque espagnole, fusionnent dans R. C'est passionnant de voir que vous avez et la violence et la légèreté. Vous avez Rilke, dans Chandauba notamment, Paul Celan, je dirais pour simplifier, dans Leçon. Vous avez Ponge beaucoup dans Paysage avec figure absente. Vous avez Senancourt, Hölderlin. Dans La clarté de Notre-Dame, il rapatrie beaucoup d'auteurs. Claudel, il a toujours beaucoup aimé Paul Claudel. Tout d'un coup, Emily Dickinson, il y a des musiciens aussi, ils sont mentionnés dans un très beau livre sur la mort de son ami André Dubouchet, un livre qui s'appelle Trunas, qui est ici. C'est la même chose. Il vit son deuil à travers des affinités électives qui sont appelées, si vous voulez, à son secours. Alors, je dirais, il n'y a pas besoin de les connaître, toutes ces références. Moi, quand je lis Philippe Jaccottet, Goethe, je ne connais pas très bien, au fond. J'entends Goethe, il me le fait entendre. Ce n'est pas important d'identifier exactement ou de savoir de quel siècle il parle. Il suffit d'écouter. C'est une musique complètement tressée. Et je dirais qu'il y a du monde. C'est peuplé, l'œuvre de Philippe Jaccottet. Alors que si je lis Ponge, par exemple, ou René Char, ce n'est pas peuplé. C'est Char ou Ponge. Mais Philippe Jaccottet, il y a du monde. Et cet extraordinaire dialogue permanent pour dire ce qui le préoccupe est quelque chose d'extrêmement fort et touchant. On a l'impression que toutes ces références qui sont magnifiquement associées, ils ne fusionnent jamais avec les auteurs qu'il cite. Il ne se les approprie jamais, mais il se les associe. Ce n'est pas la même chose. Vous avez l'impression que ce sont, pour des lecteurs profanes, dont je fais partie, au fond, quand je lis Philippe Jaccottet, il suffit de les écouter et on a l'impression d'avoir des sortes de parapets ou de balustrades pour retenir le poète et nous avec, au-dessus du vide. Il y a un gouffre, il y a des peurs, des angoisses. La beauté aussi peut être vertigineuse. Et pour se protéger, il y a une sorte de filet de survie qui sont ces voix associées. C'est ce que je dirais pour le distinguer de ses contemporains. C'est intéressant de voir que Ponge a traduit quelques poèmes d'Ungaretti. Il fait du Ponge. Il a usurpé Ungaretti. Il dit d'ailleurs que ce n'est pas possible de traduire Ungaretti
comme d'ailleurs Jacotet et Paul Celan, il a traduit, je crois, 5 poèmes, je les ai répertoriés là, d'Ungaretti, mais il est volontariste, il tire Ungaretti vers lui. Tandis que Philippe Jacotet, qui a traduit presque tout Ungaretti, écoute Ungaretti. Oui, il se l'approprie au niveau sensible, mais la voix, c'est Ungaretti. D'ailleurs, j'aurais juste voulu préciser, Ungaretti savait parfaitement le français, était vivant, donc toutes les traductions de Philippe Jacotet ont été relues par l'auteur. C'est intéressant, ce qui n'est pas le cas pour Rilke, hein, ma foi. Il dit même, Ungaretti a même dit que certains de ses poèmes étaient plus beaux en français qu'en italien. Exactement. Ouais. Il avait beaucoup d'humour, c'est très juste. Il se préférait en français. Voilà, c'est tout dit. C'est intéressant. Oui, alors, je peux juste encore dire deux mots sur ce que ça signifie pour une œuvre comme celle de Jacotet. Ce que Martin et moi vous avons présenté. Jacotet, c'est un poète du mouvement vers l'autre, du dialogue et de l'échange. Pour moi, c'est ça, essentiellement. Et je dirais qu'aujourd'hui, on m'a demandé une fois, je ne sais plus dans quelle manifestation pour Philippe Jacotet, après sa mort, qu'est-ce que ça apporte à la jeune génération? Parce que c'est une question que je me suis souvent posée d'ailleurs, en faisant la Pléiade. On ne fait pas un Pléiade pour nous ici. On l'a fait pour 50 ans, paraît-il. Donc c'est forcément pour nos enfants. Ça sert à quoi? Pour moi, c'est fondamental, cette question. Et je dirais toute son œuvre est un vibrant plaidoyer pour l'écoute d'autrui, l'échange et la modération. Dans une époque comme aujourd'hui, vous serez d'accord, je pense, où règne la tyrannie du parti pris. Vous êtes féministe, tu aimes l'écriture inclusive, vous êtes végane, pour ou contre le vélo. Moi, ça me tétanise, littéralement. Ce sont des positionnements immédiats qui me laissent sans voix, et vous êtes assaillis par ce genre de questions. Si vous n'avez pas une réponse simple, genre pensée unique, vous êtes rien. Vous êtes largué. L'œuvre de Philippe Jacotet vous dit à chaque page que la mesure, le recul, l'échange, l'approximation, la correction, vous affirmez mais vous modérez, et puis vous revenez, puis vous lisez quelqu'un, puis ça vous fait voir ceci, alors vous lisez quelqu'un d'autre et vous dialoguez, vous montre qu'au fond, le balbutiement est un geste intellectuel fort et qu'il faut être audacieux et résistant aujourd'hui pour refuser les partis pris. Alors il y a un très beau livre, je l'ai pris avec moi parce que je l'aime beaucoup, c'est très facile à lire, hein, d'un journaliste, enfin non, pas un journaliste, c'est le directeur du Monde des livres, Jean Birnbaum, qui a écrit Le courage de la nuance. C'est très beau parce qu'il passe à travers beaucoup d'œuvres littéraires et d'auteurs pour montrer comment la nuance, l'hésitation, l'approximation sont des actes héroïques. Alors, je dirais qu'il manque Philippe Jacotet dans ce livre. Il est vraiment au centre de cette hypothèse. Et c'est une posture morale qui est politique, éminemment politique. Donc, malgré les apparences, je dirais que l'œuvre de Philippe Jacotet est une œuvre très politique, qui dépasse les clivages, qui refuse les idéologies, mais non pas par peur, lâcheté ou mollesse, mais qui cherche, comme un funambule, qui marche sur son fil ou sur son câble, au-dessus du vide, à trouver l'équilibre entre le pire et le meilleur, entre la mort et la vie, la mort et l'amour, entre la terreur, la guerre, la Syrie, hein, dans la clarté de Notre-Dame, la torture, le mal, la puissance du mal, et l'extrême beauté de la vie qui nous est prêtée quelque temps avant qu'on la rende. Cette sorte d'allégresse tamisée par l'horreur, puis éclairée par la beauté, c'est toute l'œuvre de Philippe Jacotet, une tentative d'équilibre au-dessus du vide, et le refus
de s'illusionner sur un pôle ou sur un autre en faisant l'impasse sur ce qui gêne. Cette tentative de négociation permanente, elle est peut-être, c'est la question que je me pose, pas très française. C'est peut-être son ancrage helvétique inconscient, il a quand même fait toute sa formation en Suisse. Cet effort de diplomatie, hein, si vous voulez, dont on sourit parfois, mais qui est profondément ancré chez nous, c'est qu'on ne manifeste pas pour, à tout bout de champ, on cherche à concilier des contraires avec un réel besoin, on y croit, de négociation. Mais Philippe Jacotet, le poète, commence cette négociation avec lui-même. C'est lui-même qui est divisé. Et il va débattre avec lui-même. On dit que le fanatique ne sait compter que jusqu'à 1, il ne connaît pas l'arithmétique. Lui, il compte jusqu'à 1000. Il est tout le temps en train de compter et de dire qu'il est double, triple, il hésite, il est pluriel. Voilà, je conclurai comme ça.